Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDH. Aujourd'hui, je vais vous lancer une deuxième petite interview audio et vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathaël Lopi qui va se présenter et qui va nous présenter, vous allez voir, son activité de travail en lien avec le TDAH. Et donc, je pense que laisser la parole directement aux professionnels est sans doute la meilleure chose que la page va pouvoir faire. Parce que je pourrais toujours essayer de vous expliquer tous les métiers du monde, et bien en fait, il n'y a que les personnes qui le vivent de l'intérieur qui vont pouvoir le faire. Et donc, bonjour Nathanaël, et merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir accepté de participer justement à cette petite interview. Eh Donc, bien, bonjour Sébastien et puis bonjour aux spectateurs. Effectivement, voilà, je m'appelle Nathanaël Lopi, j'ai 48 ans, je suis éducateur spécialisé de formation et avec une petite particularité, je suis moi-même un adulte avec TDAH et j'interviens majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, dans des situations de famille ou d'individus concernés par le TDAH. Voilà. J'interviens en tant qu'éducateur spécialisé. Alors, il y a finalement peu de temps, hein, puisqu'en temps réel, ça fait 2 années pleines. J'ai exercé auparavant pendant de nombreuses années, à peu près 25, à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry, qui accueillait des déficients auditifs et des malentendants en internat. Et j'ai exercé les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de toutes les tranches d'âge. Et ensuite, les 3 dernières années, j'étais cadre responsable de services éducatifs. Voilà. Pourquoi le ok. TDAH à un moment donné? Eh bien, parce que j'y ai été confronté personnellement en tant que père. Donc, j'ai aujourd'hui 3 enfants qui ont 15, 12 et 9 ans, qui ont été tour à tour, évidemment, diagnostiqués, d'abord bilantés par un neuropsychologue, puis diagnostiqués par un neuropédiatre. Et tout naturellement, étant donné les informations que je recevais sur le TDAH, j'ai compris la part importante de l'hérédité dans ce phénomène-là. Et j'en suis venu à me reconnaître dans un premier temps dans les questionnaires et puis à aller faire la démarche moi-même pour un diagnostic adulte. Ce coup-ci sans bilan de neuropsy, uniquement auprès d'une psychiatre. Voilà. Et le diagnostic a été validé et me voilà arrivé dans l'univers du TDAH. Mais j'y étais arrivé à titre personnel, mais pas forcément à titre professionnel. Ok. Ce qui, voilà, Ok, donc oui, ce vraiment, qui, c'est ton lien justement avec ces diagnostics chez ben, tes enfants et puis le tien qui t'a amené à faire entrer le TDAH dans ton métier? alors, de manière indirecte, oui, parce que à ce moment-là, on n'a pas trouvé, ou on a peut-être mal cherché aussi, de, de soutien en ce qui concerne ce qui se passe au domicile. Il peut y avoir du soutien thérapeutique pour bah, mes enfants, hein, des prises en charge diverses et variées, psychomotricité, etc., psychologue, mais euh, ce qu'on cherchait, c'était un petit peu de la compréhension, et puis surtout, allez, je vais lancer le mot, une boîte à outils, parce que vraiment, c'est ce qu'on cherchait à l'époque. Comment faire face à toutes ces attitudes, tous ces comportements, toute cette symptomatologie qui apparaissait au début et qui prenait de plus en plus des accents très opposants. Alors, du coup, ça nous gênait. Donc, on est tombé sur de l'écoute, c'est certain, mais finalement, peu de réponses, hein. La posture était surtout une posture d'écoute de la part des professionnels, mais sans qu'aucun n'ait une orientation thérapeutique ou même des pistes de posture particulières. Bon, et du coup, on s'est trouvé un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc, à force de recherche, j'ai moi-même découvert, eh ben, en premier lieu, ben, le PEHP de Barclay, et ainsi de suite. J'ai fait pas mal de bibliothérapie, j'ai lu pas mal d'ouvrages. Et petit à petit, il
il est venu cette idée que j'avais finalement le métier idoine pour répondre aux situations de parents qui se trouvaient dans quelque chose que je comprenais bien finalement. Ouais, c'est bien Voilà. ça. Ouais, donc effectivement, un petit cheminement qui est parti à la fois effectivement des diagnostics, mais aussi peut-être du manque d'accompagnement spécifique dont vous aviez besoin Oui, pour justement s'intégrer dans la prise en charge générale d'un TDAH et des retentissements oui, qu'il a au quotidien. Et donc, c'est super tout à intéressant. fait. Euh, Dans ce cadre-là, je pense que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas exactement comment un éducateur spécialisé peut intervenir de manière spécifique dans le TDAH, et c'est aussi pour ça qu'on se rencontre et qu'on peut enregistrer ensemble cette partie. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un topo, en prenant le temps de bien expliquer aux gens, évidemment, comment un éducateur spécialisé aujourd'hui intervient dans le cadre du TDAH? Oui, alors je vais placer Oui, quelques vas-y. petites choses Bien avant sûr. quand même. Avant d'intervenir directement, j'avais besoin d'une légitimité au moins en termes d'expertise clinique, on va dire, de connaissances, hein. Je me suis pas lancé comme ça de prime abord. Donc les ouvrages, la littérature grise, c'est déjà quelque chose qui a des apports importants. Je me suis formé également sur le MOOC de l'Université de Laval au Québec, hein. Ensuite, je suis allé me former dans des PEHP différents, donc Barclay et à côté la résistance non violente, la RNV, celui de l'association REACT et de Nathalie Franc. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait un DU, un DIU plus précisément en TDAH, j'ai pas hésité à m'inscrire pour faire partie de la deuxième promotion seulement, pour avoir vraiment une connaissance approfondie qui pouvait me permettre d'accompagner de manière assez large finalement. Parce que le TDAH, c'est pas uniquement un petit bout de la lorgnette. Je pense que on a besoin d'avoir une compréhension globale et surtout une compréhension pluridisciplinaire des choses. Voilà. Tout à fait. Donc, une fois que j'ai eu ce bagage-là, effectivement, je me suis lancé. J'ai d'abord fait du réseau, hein, des neuropsychologues, des médecins, des psychologues, bon, des associations. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à être interpellé par des familles pour des enfants qui n'avaient pas encore spécifiquement reçu de diagnostic. Donc là, ce qu'on me demandait, ce qu'on faisait en fait, c'était me poser une question, hein. Est-ce que pour vous, vous y voyez quelque chose de l'ordre du TDAH, un petit peu dans une démarche de dépistage, donc avec la connaissance des choses et un petit réseau, je pouvais dire effectivement pour moi, ce serait intéressant d'aller avancer dans la démarche diagnostique et de rencontrer tel professionnel qui va pouvoir faire un bilan ou poser un diagnostic si c'était un médecin. Et puis moi, j'accompagnais derrière par tout ce qui peut être complément, hein, complément d'information, vraiment dans la finesse de la compréhension de la symptomatologie, petit à petit, mieux comprendre finalement pour mieux se positionner en tant que parent, et notamment en appui avec le PEHP de Barclay, qui est pour moi une possibilité d'entrer dans la famille, Mhm. mais mon intervention ne se résume pas aux étapes du PEHP de Barclay. Bien sûr. Voilà. Donc, dans les situations où il n'y a pas de diagnostic, je peux être amené à proposer un avis, une observation, avec une orientation derrière. Quand il y a un diagnostic, à ce moment-là, j'essaye le plus possible de me mettre en lien avec les autres professionnels qui interviennent dans la famille pour voilà, parler de la même chose et de la même situation. Et puis, on va rentrer dans une démarche d'entraînement aux habiletés parentales, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Une démarche un petit peu approfondie et enrichie, parce que j'ai quand même 25 ans derrière d'expérience à la fois du handicap, parce que c'est un handicap, même si invisible, et à la fois de l'accompagnement des parents, hein, Mhm. puisque j'ai toujours été en contact avec des parents finalement. Euh, et donc là, c'est un petit peu une approche TDAH, mais heuristique, c'est-à-dire qu'on fait le tour de beaucoup de choses finalement.
Oui, c'est ça. Voilà. J'ai vraiment Donc, l'impression que tu peux intervenir vraiment à différents moments du parcours de soins de oui, ces parents et des patients. C'est-à-dire que, si je résume, tu peux avoir une vision, ben, grâce notamment aussi à tes formations complémentaires au métier d'éducateur, à ce regard de dépistage et surtout, qui, à mon sens, j'arrête pas de le dire, mais qui est absolument indispensable, de construire le parcours de soins de ces familles c'est aujourd'hui, ça, les tout à fait. aiguiller de manière vraiment adaptée pour éviter ben, la Mm, fameuse errance médicale. Donc ça, c'est c'est pour moi ça. un grand avantage que tu peux amener. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais tu as un petit versant Oui, aussi, un peu psychoéducation, éducation bien thérapeutique sûr, sur le trouble, bien pour sûr. un format d'accompagnement justement de ces familles. Donc on rappelle hein, évidemment que ce sont des choses qui sont pas spécifiques à un métier, mais justement à des personnes qui s'y connaissent et qui Mm, peuvent mm, justement aider ces familles à mieux comprendre le trouble. Et en plus, mm. derrière, tu es dans l'accompagnement parental, à la fois évidemment avec des programmes d'entraînement aux habilités parentales, mais aussi avec la richesse de l'éducateur, puisque Ouais, contrairement potentiellement à des programmes d'entraînement comme moi je pourrais les faire avec des parents, toi tu interviens directement dans la famille. Ce qui est, moi, pas forcément mon cas, puisque moi je vais donner les stratégies aux parents et je vais les renvoyer chez eux, ils se débrouillent, en gros. Toi, tu vas pouvoir avoir une intervention, même à la limite, plus spécifique, même si elle est oui, basée sur quelque chose, mais plus spécifique vis-à-vis bien sûr. de leur fonctionnement. Donc, dis-moi si je me trompe, ou alors j'ai fait un résumé Non, correct de ce que tu... C'est c'est tout à fait ça, en fait. Barclay, et pas que le PEHP, puisque je suis quand même allé voir ses ouvrages hein, en anglais. Euh, j'ai une connaissance assez importante de Barclay qui dépasse finalement le simple cadre des PEHP, qui me permet de bien comprendre son esprit à lui, de l'enrichir par des pratiques du travail social qui ont évolué, parce que Barclay, c'est pas non plus de, ça date pas d'hier matin. Hein. Il y a des choses qui ont avancé, il y a des choses qui ont été enrichies, il y a d'autres programmes. Il y a, moi, j'y ajoute pas mal de, j'y ajoute de la communication non violente. Hein. Ouais, J'y ajoute des compétences psychosociales. J'y ajoute également parfois de la pleine conscience, mais de manière pas initiatique, mais c'est pas le bon mot, mais de manière en départ, voilà, oui, prendre conscience de l'instant, etc., qui finalement rejoignent Barclay, qui s'inscrit aussi malgré la représentation de comportementalisme qu'on en a dans une forme de systémie, oui, puisqu'à partir du moment où on bouge un pion dans la situation et que c'est le bon pion, on s'aperçoit que beaucoup de choses évoluent. oui. Donc, j'ai des outils de com, j'ai des outils à destination des adultes. Hein. Il m'arrive parfois de proposer, même d'évoquer le diagnostic pour les parents, puisque bon, étant quelque chose à la majorité héréditaire, la question est posée à un moment donné. Donc, d'être aussi capable d'accompagner les parents vers un diagnostic, euh, en tout cas par un réseau de professionnels, et de me retrouver dans un rôle qui dépasse un petit peu celui du simple éducateur spécialisé, qui est un petit peu référent, en fait. Enfin, Oui, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, oui, je, oui, bah, je, c'est ce que... je ne c'est ce que pose, c'est. je Ouais. pose pas de diagnostic, je fais pas d'indication thérapeutique, je fais pas de prescription, mais tout le reste, oui. Ouais. Voilà. Et c'est ça. Je pense que on est dans un système aussi où, de toute façon, quelqu'un doit prendre ce rôle. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on aurait tendance à se dire, ben, c'est au médecin à coordonner un petit peu tout, de pouvoir orienter, mais on sait que les temps d'attente sont très longs, qu'ils n'ont pas forcément la disponibilité pour faire ça au regard de leurs Mm. contraintes, tout simplement, parce que le système de santé, on le sait, n'est pas dans un super état pour le moment, et donc ça facilite pas les Oui. choses. Et il faut que quelqu'un prenne cette Mm. main et évidemment, ben, ça dépasse évidemment le rôle d'éducateur spécialisé, comme ça dépasse celui d'une orthophoniste qui serait dans le même cas ou d'un Bien. psychologue qui soit dans le même cas, mais il faut effectivement quelqu'un qui se positionne pour accompagner cette famille. Et donc, c'est très intéressant cette expérience justement parce que ça va donner sans doute aussi, ben, peut-être, je l'espère en tout cas, des idées à d'autres professionnels qui, des fois, n'osent pas Mm. cette place de Oui. coordinateur. Et donc, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Est-ce que c'est devenu un peu naturellement ou alors c'est parce qu'on te l'a demandé, on t'a souvent sollicité par rapport à Alors, ça? c'est venu un peu tout seul. Hein.
c'est venu un peu tout seul parce que finalement, on se retrouve dans un univers où déjà, en tant qu'éducateur spécialisé en libéral, on est peu légitime, peu connu, dans un secteur, la psychiatrie et la pédopsychiatrie, qui est un petit peu laissé pour compte, abandonné, il n'y a plus grand monde. Hein. Ouais. À parler d'un trouble dont beaucoup de monde parle, mais que personne ne connaît finalement vraiment bien, qui est soumis à beaucoup d'idées reçues, il faut faire ce qu'on appelle beaucoup de débunkage hein, autour de voilà, ce qui m'emmène à faire du débunkage sur beaucoup de choses de la cognition, comme le HPI, le HPE, l'hypersensibilité et tout ce qui va avec. Hein. Vous connaissez la musique en ce moment. Donc finalement, cette posture de coordination, elle s'est imposée parce que moi, j'ai pas l'habitude de travailler seul en fait au départ. Un éducateur spécialisé, ça intervient dans une équipe de professionnels et au sein d'une institution où il y a d'autres métiers, donc plutôt en interdisciplinaire en fait. Et moi, j'avais besoin aussi à un moment donné d'avoir ce lien avec qui un médecin, qui une psychomotricienne, qui un travailleur social de l'ASE, pour dire où est-ce que je mets les pieds, voilà comment moi, à la croisée des regards, je perçois la situation, mais ce n'est que mon regard. Voilà. La chose particulière, c'est que moi, j'ai pris le parti pris d'intervenir à domicile. J'ai absolument aucun cabinet. Le seul cabinet que j'ai, c'est celui qu'on voit là, c'est quand les familles sont trop loin ou à ce moment-là, je travaille en visio. Mais sinon, quand je suis à moins d'une heure et demie, c'est moi qui me déplace dans les familles. Ce qui me permet de voir l'environnement naturel dans lequel les choses se passent pour de vrai. Hein. Et les parents, je m'aperçois que c'est une facilité chez eux. Voilà. Ça vient faciliter certaines choses, Oui. notamment voilà, la parole. Mhm. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tu as parfaitement répondu à la question. Et d'ailleurs, ben, je vais vite rebondir là-dessus. Je sais que certains collègues, des fois, se disent que c'est compliqué d'intervenir justement au sein de la famille directement parce que ils ont peur d'être trop intrusifs. Et donc, je me dis que ben, dans le métier d'éducateur qui est connu quand même pour plutôt justement, enfin, de mon point de vue en tout cas, moi, je le vois vraiment comme des Mhm. personnes qui interviennent dans ce milieu directement. Comment toi, tu perçois ça? Est-ce que tu penses que tu as une place privilégiée pour intervenir directement dans la famille par rapport, par exemple, à moi Oui, qui me dirais, ça y est, je me lève un matin et je vais dans les familles pour faire des évaluations? oui, parce que déjà, je suis sollicité. Hein, c'est les familles qui me sollicitent directement. Elles sont bien souvent dans un besoin assez criant, dans une urgence, dans une grande souffrance. Euh, et quelque part, je me suis rendu compte qu'elles me demandaient de les bousculer. Ok. Mais je leur dis, bon, euh, il y a un PEHP, je ne vous donne pas les clés d'une maison toute construite. Hein. Il va falloir aussi poser des briques et m'accompagner. Moi, je vous donne les clés, c'est vous qui trouvez les portes. Je dis des fois, je vais vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ou que vous ne serez pas prêt à entendre, mais je vous le dirai toujours de la manière la plus bienveillante qui soit et la plus agréable qui soit. Et je pourrais garder le sourire, mais dire des choses qui piquent. Elle me dit, mais c'est vraiment ça qu'on veut. Mhm. Parce qu'ils attendent et ils sont conscients qu'il y a un changement de posture nécessaire. Donc finalement, le fait que j'arrive comme ça est légitime. Et ce qui vient en plus, cerise sur le gâteau, légitimer les choses, c'est le fait que j'ai 3 enfants avec TDAH et que j'ai un TDAH moi-même. Alors Ouais. ça, en général, c'est la patte blanche, la porte ouverte. Ouais, c'est ça en fait. Faudrait que j'ai un TDAH pour parler aux parents, ça serait plus facile. C'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. En fait, c'est facile. Il faut leur dire 2 fois d'affilée, oups, j'ai oublié le rendez-vous, Ah et oui. après c'est bon. Oui, mais ça, Voilà. je fais déjà de base. Non, je les préviens que je ne serai jamais à l'heure pétante, mais bon, Bon, ça a été voilà. entre nous là. T'étais là, à l'heure. Oui, oui, ouais, ouais, à peu près. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Et d'ailleurs, ben, j'ai cette question. On a parlé notamment ben, de ton lien avec les professionnels, psychologues, psychomotes. Euh,
Et Mhm. est-ce que ça t'arrive de collaborer avec les enseignants, d'intervenir avec les enseignants, ou alors tu es plutôt vraiment sur les pratiques comportementales et familiales? Alors, dans l'idée, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ok. Hein. J'y suis invité parfois quand il y a des ESS auxquels je participe, mais c'est pas forcément encore une pratique très répandue que d'avoir quelqu'un, même père aidant comme moi, qui vienne former à un trouble. Ok. C'est un peu compliqué. Il faudrait que ce soit quelqu'un de référencé par l'éducation nationale avec quelque part une assermentation, quelque chose comme ça, un crédit. Les enseignants m'interpellent à titre entre les couloirs, quoi, hein, dans les Ouais. couloirs, vite fait, rapidement. Mais de là à me demander quelque chose de plus structuré dans une formation, pas tout à fait. Et Ok. puis, et puis c'est compliqué dans le nombre pour eux aussi de faire face. Ouais. Dans le nombre d'enfants, dans le nombre de pathologies ou de troubles différents, et avec d'autres impératifs. Hein. Ah oui. C'est C'est plus facile, j'ai remarqué, en primaire, hein, dans les écoles jusqu'au cycle 2. Dans les collèges, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais, oui, ça c'est quelque chose qui remonte souvent, c'est effectivement que Ouais. comme on commence à avoir une multitude d'enseignants pour le même élève, ça devient plus compliqué d'avoir des formes de cohérence Oui, pour tous les enseignants. Et même pour les enseignants, c'est compliqué, puisque des fois, c'est compliqué de se dire qu'on va être formé alors que c'est un élève qu'on voit peut-être 2 heures par semaine et qu'on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup des élèves. Donc, oui, et puis qu'on s'estime déjà aussi formé à la pédagogie. ouais, Et puis, les enseignants, ce sont des gens qui sont dans la vie, comme tous les autres. Ils ont aussi une pensée critique propre, et ils sont aussi, pour certains, sujets à des représentations erronées. bien sûr, Hein, c'est pas, eux aussi, des fois, se trompent comme tout le et monde. pensent, voilà, comme tout le monde. Donc, il y a des fois aussi des personnalités plus ou moins sensibilisées aux troubles neurodéveloppementaux et d'autres pas du tout. Mhm. Ok. Voilà, un petit. Donc, dans ce cadre-là, et d'ailleurs, ben, là, on vient de parler effectivement des enseignants, et tu trouves que ta collaboration, actuellement, elle est fonctionnelle avec les autres professionnels, c'est-à-dire que ça se passe bien parce que tu as créé ton réseau, ou alors même en dehors de ce réseau-là, tu arrives quand même à communiquer avec les autres professionnels. Alors pourquoi je pose cette question? C'est simplement qu'on sait que dans le Ouais. libéral, souvent, c'est difficile que les professionnels se joignent les uns les Mm. autres et puissent collaborer justement autour d'un patient. Et donc, comme toi, tu viens justement de l'institution où tu travaillais toujours en équipe, ben, te retrouver en Mm. libéral maintenant, est-ce que tu n'es pas confronté parfois justement à ce manque d'équipe ou ça va de ton côté? Alors, si, c'est très compliqué. Ça va encore une fois dépendre des personnes. Bien évidemment, il y a un facteur humain, des affinités, des formations de base. Il y a des réseaux qui sont un petit peu comme les réseaux neuronaux, qui sont beaucoup plus utilisés et beaucoup plus rapides du coup, et d'autres qui sont peu sollicités et qui sont un peu plus laborieux à mettre en place. Ma crainte au départ, elle était sur ma légitimité auprès du corps médical. Ok. Et finalement, c'est le corps médical qui me légitime le plus, en fait. Étrangement, j'ai plus de facilité à travailler avec des psychiatres, voire des médecins généralistes qui m'orientent des patients, que certains professionnels des autres métiers de la santé, à Mhm. savoir psychologues, orthophonistes ou psychomotriciens, qui me regardent un peu de haut, des fois. Bon, Oui, c'est ça. Alors que voilà. pour le coup, c'est en travaillant ensemble que pour un patient et sa famille, qu'a priori, on est le plus efficace et pas en travaillant seul de notre côté. Donc, Oui, ok. ah, c'est certain, c'est Mhm. certain. Mais après, c'est dommage, hein, moi j'aimerais. Alors, il y a des petites choses hein, qui sont en train d'évoluer, notamment bah, au niveau de la création des plateformes de coordination et d'orientation, même si les éducateurs ne sont pas concernés par ces plateformes, encore, je pense que ce pourrait être intéressant d'ouvrir ces plateformes à des éducateurs spé et des éducateurs de jeunes enfants, hein, qui font un métier un petit peu différent, qui pourrait amener quelque chose. Il y a des CPTS qui sont en train de se mettre en place sur des territoires, à savoir des logiques de santé territoriale, en fait, qui pourraient être très, très, très intéressantes. Et puis,
il y a l'idée toujours d'essayer de constituer un réseau de professionnels autour d'une thématique, le TDAH, le TOP, les troubles, voilà. Euh, Aussi par secteur. Ouais. C'est-à-dire, ben, tous les professionnels concernés par le TDAH, qu'ils soient médecins ou finalement TISF, parce que, eh ben, voilà, on peut aussi se rencontrer de temps en temps et se parler des pratiques, et se donner des tuyaux ou s'échanger des informations. Ouais. C'est vrai que ça serait plutôt pas mal de pouvoir coordonner un petit peu les choses, comme ça peut se faire dans d'autres troubles parfois, et de se dire qu'à un moment donné, ben, on travaille tous ensemble, encore une fois, pour le bien-être des patients aujourd'hui. Maintenant, Bien sûr. est-ce que, est-ce qu'on serait pas quand même un petit peu, allez, optimiste et positif, dans le sens où on voit quand même que ça progresse. Évidemment, on comprend que Oui, la oui. part des parents, c'est compliqué parce que ça progressera jamais assez vite. De la part des patients, qu'on prenne des grands adolescents ou des adultes, Mhm. à quel point ben, il y a des demandes et il y a des besoins. Et évidemment, on comprend que la temporalité ben, pour les patients n'est sans doute pas la même que pour les cadres de santé et ainsi de suite, et politiques qui doivent faire avancer les choses. Mais est-ce que tu as l'impression, toi, de ton point de vue, que les choses quand même progressent dans ce secteur? Oui, 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 tout à fait. Effectivement, le terme générique de troubles neurodéveloppementaux commence à être plus facilement employé. Les personnels de santé commencent à l'identifier clairement comme une pathologie non psychiatrique, mais neurodéveloppementale, hein, qui peut amener vers des difficultés psychiatriques, mais en tout cas, voilà, ça commence à être un petit peu référencé. Je pense que c'est arrivé aussi à travers les troubles 10, qui ont été les premiers au niveau de l'école surtout, Mhm. référencés. Et puis petit à petit, enfin, le TSA qui était là depuis longue date, mais on commence à avoir une vision des choses, une vision de la compréhension des handicaps invisibles, beaucoup plus réaliste en tout cas. Ouais. Et que c'est pas parce que la personne présente sans atteinte physique qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui l'empêche de. Le monde des émotions, le monde de la régulation émotionnelle aussi, Ouais. qui est très, très, très sous les lumières en ce moment, hein. Beaucoup de professionnels de tout type s'intéressent au fonctionnement cognitif, mais au niveau limbique, à savoir les émotions, quoi. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ok, donc ça va, une petite note positive quand même dans notre, dans Oui, notre démarche, c'est très très bien. bien Euh, sûr, bien sûr. Aujourd'hui, donc quand tu te vois avec ton parcours, quand tu te vois ben, justement avec ton activité, est-ce que tu aurais tendance à dire à des personnes peut-être qui se cherchent aussi une activité, un besoin je vais dire, de sens, de métier aussi pour eux, mais qui savent pas trop vers quoi aller parce que ben, globalement, la psychologie c'est bien beau, mais pour être dans son cabinet tout seul avec les patients, c'est pas génial. En tout cas, ils se voient pas dans ce cadre-là, qu'ils ne se voient pas non plus orthophonistes ou autres. Est-ce que tu conseillerais vraiment une orientation vers bah, les éducateurs spécialisés, et notamment peut-être même plus en libéral? Alors, il y a un aspect du métier qui est en train d'évoluer. Euh, Quand j'ai fait des études d'éducateur spécialisé au siècle dernier, on était des professionnels plutôt de terrain, hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu un glissement vers le haut. L'éducateur spécialisé est plutôt celui qui va penser l'action, organiser, coordonner l'action, réfléchir les projets, mais être beaucoup moins sur le terrain que comme on l'entendait il y a 30 ans. Voilà. Ok, Aujourd'hui, c'est plutôt les moniteurs éducateurs ou les AES qui occupent cette place-là. Voilà. d'accord. Et, C'est un petit peu la même différence qu'entre psycho-éducateur et technicien de l'éducation spécialisée au Québec, quoi, hein. ok, ouais. Il y a des gradations Mhm. d'intervention. Ok, Mais aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire du terrain et voudrait faire de la clinique, tout simplement, être au contact, je lui conseillerais plutôt le métier de moniteur éducateur. ok. Et dans le Voilà. cadre du TDAH, est-ce que tu penses que passer justement vers l'éducation spécialisée dans ce cadre-là est une plus-value, ou alors c'est juste plutôt les compléments de formation que tu as eus et ton expérience de vie qui ont un petit peu mené à ça?
Non, c'est une véritable plus-value. Tous les métiers du social, hein, que ce soit assistant de service social, moniteur éducateur, EduxP, conseillère en économie sociale et familiale, il y a une dimension d'inclusion dans la sphère sociale déjà, de dynamique familiale, mais aussi de l'individu dans la famille et de Mhm. l'individu dans sa propre existence. Donc, il y a quand même un approfondissement de la compréhension des situations qui est facilité par les métiers du travail social, bien sûr. Ok, donc vraiment une place privilégiée, de ce que je comprends en tout cas, vraiment une place privilégiée quand même Alors, de l'éducateur. privilégiée, je ne sais pas, mais importante et intéressante, Oui, oui, ça c'est c'est ça. certain. Mais qu'on Ouais, qu'on ne connaît pas assez, à mon sens, aujourd'hui, dans la démarche justement de l'accompagnement du TDAH. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à vite penser professionnel, santé directement et prise en santé, charge sûr. très centré sur l'enfant et en même temps de déconnecter parfois de la famille. Et là, je pense que c'est pour ça que je dis une place Mmh, privilégiée, c'est l'accompagnement familial, vraiment que bien sûr, l'éducateur va avoir, à mon sens en tout cas, une place vraiment spécifique. Ok. tout à fait. Euh, je sais qu'on a abordé, j'ai entendu le mot passer dans ton discours de père aidance, et je voudrais qu'on Oui, prenne un petit temps, si ça te dérange pas, pour en parler justement oh de non, euh, au contraire. voilà, de présenter peut-être ce que c'est rapidement la paire aidance pour les gens qui nous écoutent et qui savent peut-être pas encore ce que c'est dans le cadre justement Alors, du... ben, la paire aidance, ben, comme son nom l'indique, c'est un père qui vient apporter un soutien, une aide, un accompagnement. Deux êtres humains sont des pairs. Ce qui va faire la nuance, là, c'est le côté effectivement santé, où un trouble et implique dans la paire aidance que celui qui est père aidant en soit aussi finalement porteur ou est une expérience de vie par rapport à ça. Le fait que je sois père aidant, moi, c'est que je suis un adulte avec un TDAH, avec une expérience de vie, mais une expérience de vie mise à profit pour faciliter quelque part le chemin de l'autre. Mm, C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique du patient, la psychoéducation, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Ça s'improvise pas. Il y a bon, des grands principes. Mais le fait d'avoir soi-même, quelque part, cheminé favorablement dans un trouble, dans une pathologie, parce que là, on parle du TDAH, mais au départ, c'était plutôt sur les troubles de la schizophrénie ou la bipolarité ou des troubles importants de la personnalité. Euh, Ça permet de faire un accompagnement qui vient apporter à celui qui est aidé une, une véritable sensation que celui qui m'aide, il est légitime, il sait de quoi il parle, en fait. mm, mm. Un petit peu comme dans les alcooliques anonymes où on a un parrain, finalement, Oui, qui a fait le chemin et qui sait, il connaît, lui, le parrain, il sait déjà le chemin qu'il va y avoir. Donc, il peut anticiper aussi, ralentir à des moments, dynamiser les choses à d'autres moments, savoir se rappeler, lui, dans quels écueils il est tombé. oui, c'est Voilà. ça. Donc, il a une certaine force par rapport à ça. Sans qu'il soit le pilote de la vie de l'autre, il est juste là pour lui, il sait comment ça va se passer. Donc, il peut faire le co-pilote. Oui, c'est ça. C'est vraiment donner son expérience de vie sans non plus transférer son expérience sur la personne qu'il va accompagner, puisque la personne en question va pas passer forcément par toutes les mêmes étapes. Elle a un Voilà. parcours spécifique. Donc, elle va pouvoir aussi l'accompagner dans ce cadre-là, à la fois par son expérience, mais aussi en laissant la spécificité du patient, si j'ai bien compris le Oui, principe de la pérédance. aujourd'hui, pour être start-up, on parlerait d'empowerment. Oui. Mais effectivement, on accompagne l'autre vers sa capacité d'agir de manière le plus autonome possible. Hein. Ouais. On fait grandir l'autonomie de la personne face à ses difficultés. Mm, mm. Et on voit d'ailleurs que, je lisais d'ailleurs un article ce matin sur le fait qu'on souhaite maintenant aujourd'hui avoir des pairs aidants dans les formations de professionnels et notamment en médecine, et notamment Bien en sûr. médecine psychiatrie pour que des patients puissent venir expliquer leur parcours, expliquer le trouble de l'intérieur aussi, pour Oui, justement former les professionnels et pas être totalement déconnecté non plus du trouble en lui-même et de ce que le patient peut vivre au quotidien. Donc, oui. je pense qu'on a vraiment une grosse évolution là-dessus à faire. Oui. D'autant plus que bah, les diagnostics de ces troubles-là, ils sont majoritairement cliniques. Oui. Donc, qui
est mieux placé que quelqu'un qui vit la clinique de l'intérieur pour en parler. Bien sûr, avec une formation derrière et des référentiels théoriques pour pouvoir amener les choses de, avec une certaine forme. Je pense toujours à Chauvanec, voilà, pour moi, représente ce que c'est que l'idée même de la pérédance, quoi. Ouais. C'est le gars qui explique ce que c'est que l'autisme aux non-autistes, quoi. Ouais. Et Et c'est- avec les mots qu'il faut en plus. Oui, c'est ça, avec les bons mots, avec les bonnes terminologies. C'est-à-dire Là, que donc, il sait pas, c'est aussi pour éviter les dérives qu'on parle aujourd'hui aussi ensemble de père et danse, parce que on sait aussi qu'il y a des personnes parfois qui, avec un trouble, se lèvent un matin en se disant, ah, je vais accompagner les autres, et c'est bien plus sûr, compliqué que ça. Quand on voit un petit peu, oui. ben, encore une fois, le parcours que tu as en tant que professionnel et après d'aller te former ben, suite aux annonces de diagnostic et de te dire, OK, j'ai envie de mieux comprendre, je vais y aller, je vais me former, parce que Mm, même si je suis atteint, j'ai besoin de cette formation, parce que si je veux aider bien les sûr. autres, ben, il me faut les deux. C'est un petit peu ça. Et donc, c'est aussi pour contrecarrer un petit peu certaines dérives qu'on peut voir parfois, notamment. Alors, de moins en moins, parce que je pense qu'il y a un vrai réveil de ce côté-là, de se dire que ben, être simplement patient, c'est une chose, être un professionnel plus impatient, c'est vraiment encore autre. Oui, 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 oui. Ben, dans l'hospitalier, on parle du rôle du patient expert, hein. C'est Ouais, celui qui travaille dans la structure hospitalière et qui vient amener au service du patient, rémunéré par l'hôpital, ses connaissances, quoi. bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'est tout à fait important. Euh, eh bien, écoute, moi, j'en ai fini avec toutes mes questions, parfois peut-être embêtantes sur le métier, sur ta Pas position, du tout. sur les résumés aussi de ton activité qui me semble aujourd'hui riche et que j'espère que Mm. les personnes comprendront aussi ben, toute cette place-là, qu'il n'est pas question de pousser des coudes entre professionnels et ainsi de suite pour faire sa place, mais bien de se dire, nous sommes tous dans une structure et un parcours de soins et on prend Mhm. ce qu'il faut pour accompagner au mieux les patients. Donc déjà, je tenais à te remercier énormément pour ben, Ben, cette vision par rapport à ton métier et ce que tu as pu ben, véhiculer là-dedans. Et en général, ce que je fais, c'est est-ce que tu as des questions et un mot de la fin pour les personnes qui sont là? Si tu as d'autres choses que tu souhaitais aborder, c'est ton moment, c'est ton instant. Tu n'es plus obligé de m'écouter, tu peux y aller avec ton cœur. des questions, non, pas spécialement. Le, un mot de la fin, un mot de la fin, finalement, ce serait que la forme la plus élevée de l'intelligence, c'est d'observer sans évaluer. Peut-être que de garder bien au chaud au fond de soi cette idée du non-jugement, hein, notamment des parents qui sont passés par beaucoup d'expériences difficiles, même au sein de leur propre famille, qui en souffrent certains encore. Le regard social est très, très, très pesant euh, et peut parfois amener à des dépressions assez sévères et à des drames. Donc, de réfléchir à deux fois quand on voit son voisin en grande difficulté. Ok. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Nathanaël, encore pour ton interview et tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui dans la connaissance, en tout cas, de ce métier d'éducateur spécialisé dans le cadre du TDAH, mais pas que, bien sûr, puisqu'on voit que tu as une approche qui est aussi beaucoup plus large au final et qui est plus systémique sur la famille de manière générale. Donc, en tout Oui, cas, un très grand merci. J'espère te retrouver d'ailleurs, peut-être pour d'autres interviews sur d'autres sujets. Qui eh sait? ben, Donc, tout à fait. Avec grand plaisir. Ça a tellement été la partie du puzzle qui manquait dans mon existence qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose dont je parle avec grande passion et un engagement maximal, je pense. eh bien, ça se sent, en tout cas. Eh bien, en tout cas, un grand merci. Et pour vous qui nous écoutez, ben, n'hésitez pas, posez vos questions. Nathanaël passera peut-être voir vos questions et essayera peut-être d'y répondre s'il a le temps en passant rapidement. Bien sûr, si vous avez des questions sur le métier d'éducateur spécialisé, sur la pérédance, sur son activité, n'hésitez pas. En dessous du post, vous posez toutes vos questions. Au besoin, je lui relaye avec grand plaisir. Et on se retrouve sans doute bah, très bientôt pour une autre présentation bah, d'une autre activité dans le cadre du TDAH, mais également d'autres
témoignages, interviews de professionnels, de patients, de parents dans la suite. N'hésitez pas à continuer à suivre la page. Si besoin et si ça vous intéresse, si le projet continue à vous intéresser, prenez contact avec nous par mail. Et si vous souhaitez soutenir évidemment la démarche et le projet, je vous mets le lien Tipeee pour la cagnotte qu'on essaye de développer pour développer justement ces projets dans le temps. Un tout grand merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt. À bientôt, Nathanaël. À bientôt. Au revoir.